Bonjour YouTube. Quels sont les problèmes engendrés par la faible profondeur de champ? Pourquoi tout le monde le fait? Est-ce qu'il ne faut jamais le faire? Et on va parler de la plus grosse arnaque au niveau des optiques, qui est cette notion du bokeh crémeux. Le bokeh crémeux, ça n'existe pas. C'est une invention marketing pour vous faire acheter des optiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous regardez de vieux ouvrages sur les optiques, etc., jamais vous entendrez parler de bokeh crémeux. Bon, d'abord, l'utilisation du mot bokeh date de 2000 environ. Même si vous regardez des ouvrages antérieurs à 2000, et donc ils ne vont pas parler de bokeh, mais qui vont parler de la partie hors focus des optiques, vous ne verrez jamais cette notion de crémeux. Ça n'existe pas. C'est tout simplement pas un terme ni d'optique ni de photographie. C'est que du marketing. Il faut savoir que lorsqu'on utilise une faible profondeur de champ, on obtient un rendu qui n'est absolument pas naturel, puisque l'œil humain perçoit la scène comme étant entièrement nette, avec une profondeur de champ infinie. Si en plus on exagère l'ouverture, on va obtenir un rendu absolument pas naturel, avec un sujet principal très net sur un fond très flou, sans texture. Bien sûr, on peut l'utiliser, et d'ailleurs, on n'a pas le choix, on est obligé de l'utiliser. Mais ce n'est pas une raison pour le généraliser, c'est-à-dire l'utiliser tout le temps, et ce n'est pas une raison pour l'exagérer, c'est-à-dire l'utiliser avec toujours des ouvertures extrêmes. Les optiques à grande ouverture ont été conçues pour être utilisées lorsqu'il y a peu de lumière et qu'on n'a pas le choix. On doit à ce moment-là ouvrir le diaph pour faire entrer un maximum de lumière, mais ça, c'est au détriment de la qualité optique, puisque une optique, en gros, à partir de f4, perd ses performances optiques, notamment sur la qualité de ce qui se passe dans le flou. Alors pourquoi tout le monde le fait? Il doit y avoir une raison valable. En fait, c'est simplement un effet de mode qui vient de l'internet, des réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on appelle de la trash culture. C'est ce qui consiste à ériger en culture quelque chose qui est de mauvaise qualité en fait. Et comme c'est très répandu, les gens ont tendance à penser que c'est de la culture, que c'est une caractéristique de culture. Mais en fait, ce qui vous permet de savoir si c'est acceptable ou pas, c'est les professionnels, et notamment les magazines. Les magazines n'acceptent pas ce type d'image. Vous ne verrez aucune image à pleine ouverture dans un magazine sérieux, dans un magazine de mode ou dans des magazines de type personnalité du cinéma, comme par exemple Télérama. Vous allez trouver certaines photos avec, effectivement, du flou d'arrière-plan dans certains cas, mais ce n'est pas, d'une part, la généralité, et d'autre part, ça ne représente qu'une infime partie des photos qui sont publiées dans ces magazines. En fait, la majorité des photos publiées dans les grands magazines sont plutôt à grande profondeur de champ. Globalement, on peut dire que ça vient de la médiocre qualité des optiques. C'est-à-dire qu'on a des optiques qui, si on ferme le diaph, vont avoir tendance à faire que le personnage principal soit collé dans le décor, qu'il ne se détache pas du décor. Simplement parce que les optiques sont incapables de restituer en tridimensionnalité, de restituer en profondeur. C'est-à-dire que lorsque vous photographiez une scène, au lieu de la voir comme avec vos yeux, avec des plans qui se succèdent en profondeur dans la scène, là vous voyez une scène avec le personnage sur lequel on a fait le point, puis tous les autres plans qui sont derrière, qui sont collés sur le personnage. Et ça, c'est la caractéristique d'une mauvaise optique. La très grande majorité des optiques grand public modernes qu'on nous vend sont avec ce problème d'incapacité de séparer les plans. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va ouvrir à f bourrin. C'est-à-dire, on va ouvrir à f 1.4, 1.2 pour détacher le sujet. On verra plus loin que ça ne détache pas le sujet. Et on verra plus loin également qu'avec une bonne optique, vous n'avez pas besoin d'ouvrir pour faire que le sujet soit bien visible par rapport au reste. Et donc, non, ça ne détache pas le sujet, ça isole le sujet et ça l'isole d'une manière absolument non naturelle. En fait, pour quelqu'un qui est habitué à utiliser des bonnes optiques et à utiliser l'optique dans sa bonne zone d'usage, c'est-à-dire en gros entre f4, au-dessus de f4 en tout cas, jusqu'à f16, f18, eh ben, lorsque vous voyez une photo réalisée avec une optique médiocre et qui plus est avec un fond flou, l'impression que ça fait visuellement, c'est que c'est moche. Et puis ensuite, la deuxième impression que ça fait, c'est que ça fait amateur. Et dans une certaine mesure, on a la même chose en vidéo sur YouTube. Les gens
parle sans arrêt des performances des boîtiers. Il y a des gens qui parlent des optiques, mais c'est beaucoup plus rare. Et très souvent, les tests des optiques sont faits à diaph ouvert. Les optiques à très grande ouverture peuvent et doivent être utilisées dans leur zone d'utilisation normale, c'est-à-dire f4 et au-dessus. Et de temps en temps, si vous n'avez pas de lumière, vous pouvez l'utiliser à f1.2. Mais l'utiliser à f1.2 pour faire des soi-disant portraits soi-disant créatifs, alors ça non, ça ne marche pas du tout parce que le rendu est catastrophique. Et je vous parle en connaissance de cause parce que je suis habitué à avoir un niveau d'exigence au niveau de la qualité des optiques qui est très élevé. Les optiques que j'utilise tous les jours, c'est des optiques Hasselblad H qui sont du très haut de gamme. Donc, je sais où se trouve la qualité. Je sais à quel point on peut obtenir de la qualité. Et de ce fait, lorsque je vois une optique, et notamment les optiques grand public, je sais que c'est de la mauvaise qualité. En tout cas, au niveau du rendu dans le flou. Enfin bon, je vous rappelle quand même que votre optique sera utilisée à 98% dans le flou. Parce que seul l'endroit où vous faites le point est net. Tout le reste dans une optique est flou, y compris la zone de profondeur de champ. Dans la zone de profondeur de champ, tout est flou, sauf dans le plan où vous avez fait le point. Nous développerons ce point un petit peu plus loin. Nous allons maintenant rappeler quelques notions qui vont vous montrer en quoi c'est un problème de photographier avec une grande ouverture. Dans le livre « Les secrets de la photo de studio » que j'ai publié chez Erol, vous trouverez page 116 des informations sur ce qui est dit dans cette vidéo. Et donc, vous aurez ça en référence dans un manuel que vous pouvez consulter n'importe quand. Je vous mets le lien ci-dessous pour accéder à ce livre. C'est un lien affilié. Pour vous, ça ne change rien, notamment au niveau du tarif. Et moi, ça m'aide pour la chaîne. Vous le savez probablement, j'ai enregistré au format vidéo des cours en ligne et je les ai rassemblés en un seul pack sous forme de cursus. Je vous incite à aller consulter le programme de ce cursus de stage en ligne et je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Nous allons commencer par faire un rappel sur ce qu'est une optique naturelle. On va déjà commencer par définir ce qu'est une optique naturelle. C'est une optique qui va restituer l'image de manière comparable à la vision humaine, et notamment avec une sensation de tridimensionnalité, c'est-à-dire une sensation de profondeur dans l'image. Attention, je parle bien de profondeur dans l'image et non pas de profondeur de champ, ce qui n'a rien à voir. La profondeur dans l'image, c'est quoi? C'est la sensation que l'on a lorsqu'on observe une scène, qu'il y a des plans séparés les uns des autres. Les différents plans ne sont pas compressés les uns sur les autres, ou ne sont pas compressés en un seul plan. Alors, c'est valable pour un paysage, mais c'est également valable simplement pour un portrait. Vous avez un personnage en 3/4 face. Vous avez au premier plan une épaule, ensuite le visage, puis plus loin une autre épaule. Et il faut que l'image restitue ça. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tous les plans sont dans le même plan. Et la sensation de profondeur est donnée par deux choses. La sensation de tridimensionnalité, c'est-à-dire que l'épaule qui est sur le premier plan n'est pas dans le même plan que l'épaule qui est au dernier plan. Et ça doit se voir. Et ça doit se voir même quand le diaph est très fermé. Ça n'est donc pas une question de profondeur de champ. La profondeur de champ a son importance. Mais vous devez avoir cette sensation de tridimensionnalité, même si le diaph est très fermé et que donc vous avez une très grande profondeur de champ. Une des caractéristiques des optiques naturelles, c'est également que le sujet se détache tout seul, se détache naturellement, même à grande profondeur de champ, même lorsque vous fermez le diaph. Tandis que sur des optiques qui n'ont pas cette sensation de tridimensionnalité, on est obligé d'ouvrir le diaph pour détacher le sujet. Le problème, si vous voulez, c'est que ça ne détache pas le sujet, ça l'isole. Et ça donne un rendu qui n'est absolument pas naturel. Donc tenter de détacher le sujet en ouvrant le diaph n'est pas une bonne solution parce que ça ne va pas détacher le sujet. C'est l'optique qui doit détacher le sujet, quelle que soit l'ouverture. Alors, je sais que ce que je suis en train de dire, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à comprendre tant qu'on n'a pas eu en main des optiques naturelles. Et malheureusement, les optiques proposées sur le marché, dans leur très grande majorité, n'ont pas de rendu tridimensionnel.
C'est pour ça que c'est difficile de comprendre ce que c'est tant qu'on n'en a pas vu. On va commencer par le choix de la focale. Le choix de la focale, notion sur laquelle tout le monde cale. Partons de la vision humaine. En gros, notre vision correspond à peu près, je dis bien à peu près, tout dépend de comment on utilise l'optique, à une optique 50 mm, 35 mm, 40 mm. Entre 35 et 50 mm, on a quelque chose qui ressemble à peu près à la vision humaine, à condition de garder son sujet quand même à une certaine distance. Lorsque vous regardez quelqu'un, lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous ne vous mettez pas à 50 cm de sa tête. Okay, vous allez vous reculer, prendre un certain recul et parler avec elle à une certaine distance. Donc vous avez une vision de cette personne et de l'environnement qui correspond à une vision à cette distance. Vous n'avez pas de téléobjectif dans les yeux, donc toutes les focales qui sont supérieures en gros à 50 mm ne sont pas naturelles. Ça nous donne quelque chose qui n'est pas naturel parce que la vision humaine ne correspond pas à ça. Donc, le fait d'utiliser ces focales plus longues, c'est une interprétation libre. Le fait de faire un portrait au 210 mm moyen format ou 135 mm 24-36, c'est une interprétation de la vision humaine. Ce n'est pas la vision humaine. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise des focales longues pour faire des portraits serrés qu'on va aggraver ou exagérer la différence avec la vision humaine en ouvrant en plus le diaph pour avoir un fond complètement flou. Ça, c'est pas la peine de faire ça, c'est pas obligatoire. Donc, lorsque vous êtes avec une longue focale, vous pouvez aussi travailler à diaph fermé. L'inconvénient donc du fait de fermer le diaph, c'est que ça vous éloigne d'autant plus de la vision naturelle. Moi, j'ai vu des photos d'enfants qui ont été faites au 200 mm avec l'enfant à 8 mètres, très très loin, et en plus, la photographe utilisait un diaph ouvert. Sur les pieds de l'enfant, on voit la zone de profondeur de champ et on voit que ça commence avant le pied et ça s'arrête juste après. Donc, il y a une zone de profondeur de champ qui ne fait que quelques centimètres, voire quelques millimètres. Donc ça, c'est totalement artificiel comme rendu. On a une impression de collage, c'est-à-dire qu'on a un personnage tout plat. En plus, étant donné qu'on utilise une très longue focale, qui plus est une focale de mauvaise qualité en termes de tridimensionnalité, on va avoir donc cet effet de personnage plat collé sur un fond flou. Donc on a un effet de collage sur un fond flou et ce fond flou présente deux caractéristiques. Premièrement, il n'y a aucun détail, il est complètement flou sans aucun détail, ce qui nous prouve que donc on est déjà largement au-delà des limites de qualité de l'optique. Si vous avez des aplats flous, ça y est, ça veut dire que l'optique est incapable de restituer le détail dans cette zone. Ça vous paraît normal, mais ça ne l'est pas. Une optique de qualité doit être capable de restituer des détails. Sauf si on atteint les limites optiques. C'est-à-dire que si vous êtes trop loin avec une focale trop longue, oui, vous n'aurez pas de détails. Si en plus vous aggravez tout ça en ouvrant, vous aurez encore moins de détails. Et il y a une deuxième caractéristique de ces arrière-plans, c'est que il n'y a pas de sensation de profondeur. On a l'impression d'être devant un rideau. On a l'impression que notre personnage est photographié devant un décor, un arrière-plan, un rideau tendu. Voilà, donc tout ça, c'est absolument pas naturel, c'est totalement artificiel. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez continuer à faire ce type de photos, mais sachez que ce n'est pas naturel et que dans certains contextes, comme les magazines, la presse papier notamment, vous ne verrez jamais ce type de rendu. Ça classe d'entrée dans les rendus amateurs. Donc là, on a vraiment la triple punition, c'est-à-dire focale trop longue, ouverture trop grande et distance trop grande, parce qu'un 200 mm n'est pas fait pour photographier une personne en pied. En faisant ça, vous accentuez la notion d'écrasement des plans à cause de la longue focale, en plus de tous les autres problèmes dont j'ai parlé. Faites ça si vous avez envie de le faire, mais moi je ne vous conseille pas du tout de le faire. Donc, à quoi servent les grandes ouvertures ? Elles servent essentiellement dans les cas de manque de lumière. Des cas qui sont de plus en plus rares puisqu'on a des boîtiers qui peuvent monter en ISO. Mais bon, si vous avez besoin d'une optique qui ouvre pour avoir plus de lumière dans certains cas, ça sert à ça. Maintenant, lorsque vous avez plein de lumière et que vous voulez faire une photo en studio par exemple à f1.2, vous introduisez des problèmes liés à l'usage de cette trop grande ouverture. Faible profondeur de champ à tout bout de champ. La profondeur de champ fait partie des notions qui ne sont pas comprises en photographie.
Vous voyez que dans cette vidéo, il y a pas mal de choses dont on parle tous les jours et qui sont absolument pas du tout comprises. Beaucoup de gens pensent que la profondeur de champ est une zone de netteté. Or, c'est faux. La profondeur de champ est une zone de netteté acceptable. Ça veut dire que, en gros, on la considère comme nette, mais elle n'est pas nette. Attention, la zone de profondeur de champ n'est pas nette, sauf dans le plan du point. C'est-à-dire, sauf à l'endroit où vous avez fait le point, puisque la zone du point se trouve dans la zone de profondeur de champ. On est bien d'accord, elle est incluse dans cette zone. La profondeur de champ, par rapport à la zone du point, est positionnée de la manière suivante. Commence pour un tiers en avant du plan du point, et pour 2 tiers en arrière du plan du point. Mais ce tiers avant et ces 2 tiers arrière sont flous. La preuve en est, c'est que si vous voulez faire une photo et vous faites le point sur le bout du nez ou vous faites le point sur les oreilles, eh bien votre photo sera floue. Et pourtant, les yeux seront dans la zone de profondeur de champ. Si vous utilisez une ouverture assez fermée, une distance assez grande et une focale assez courte, pour être sûr d'avoir une grande profondeur de champ, eh bien, malgré tout, votre photo sera floue parce que l'iris de l'œil ne sera pas net. Normal, vous avez fait le point sur l'oreille. Si vous faites le point sur l'oreille, que l'iris de l'œil se trouve dans la zone de profondeur de champ, et que votre photo n'est pas nette malgré tout, c'est bien que la zone de profondeur de champ elle-même n'est pas nette, ce qui est le cas. Ça, c'est très important de le comprendre, et je me suis aperçu qu'il y a très peu de gens qui le savent. La plupart des gens pensent que la zone de profondeur de champ est nette. C'est comme ça qu'on en arrive à des recommandations du genre « ferme ton diaph, augmente ta profondeur de champ, comme ça ta photo sera nette ». Ce n'est pas parce que votre profondeur de champ sera plus importante que votre photo sera nette. Si vous avez raté le point sur l'iris de l'œil, eh ben votre photo sera floue, peu importe la profondeur de champ. C'est vrai qu'avec une faible profondeur de champ, on va le voir très vite. Avec une grande profondeur de champ, on va pas forcément s'en apercevoir. Parfois, ce n'est qu'en zoomant dans l'image, surtout si votre optique est bonne, qu'on va s'apercevoir qu'en fait, la photo est floue. Une photo nette, c'est une photo pour laquelle le point a été fait à l'endroit où on espérait qu'il soit. C'est ma définition de photo nette. Voilà, donc n'écoutez pas ce genre de conseils, et malheureusement c'est un conseil qu'on donne souvent aux débutants, les pauvres malheureux, c'est qu'on leur dit vas-y, ferme ton diaph, augmente ta profondeur de champ, tu utilises une focale plus courte, mets-toi plus loin du sujet, tu vas avoir une plus grande profondeur de champ, ça c'est correct. Mais de dire à la personne que sa photo sera plus nette parce qu'elle aura plus de profondeur de champ, ça veut dire que vous laissez penser à la personne que lorsqu'elle va avoir plus de profondeur de champ, elle aura plus de netteté. Vous l'induisez en erreur en faisant ça, et vous vous induisez vous-même en erreur en continuant de le croire. Qu'est-ce qui va créer une faible profondeur de champ? Le premier facteur, c'est la focale. La focale a des caractéristiques de profondeur de champ. Plus la focale est longue et plus la profondeur de champ est courte. Et ce qu'on a dit avant, c'est que lorsqu'on s'éloigne du range 35-50 mm, on s'éloigne de la vision humaine. Si vous prenez une focale plus longue que 50 mm, vous allez avoir une profondeur de champ qui sera plus courte que ce que voit l'œil humain. Alors c'est pas un problème, puisque on utilise ces focales longues pour faire de la photographie. Mais simplement, sachez-le. Le deuxième facteur, c'est l'ouverture. Plus vous ouvrez votre optique, et moins il y a de profondeur de champ. Plus vous fermez votre optique, c'est-à-dire avec un nombre f important, élevé, et plus vous aurez de profondeur de champ. Donc ce qui va être plus naturel, ça va être les ouvertures les plus fermées, parce que je vous rappelle que l'œil humain donne une sensation de profondeur de champ infinie. Donc le fait d'utiliser des courtes profondeurs de champ est un inconvénient parce que ça donne une sensation qui n'est pas naturelle. Voilà, vous avez l'info. À vous de voir ce que vous pouvez en faire. Alors il y a la distance ensuite. Plus vous vous rapprochez de votre sujet, et plus la profondeur de champ va être courte. Plus vous vous éloignez de votre sujet, et plus la profondeur de champ va augmenter. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous vous adressez à lui, vous n'êtes pas à 20 cm de sa tête. Admettons que vous soyez à 2 mètres de votre sujet. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez une sensation d'espace autour du sujet. Donc vous avez une sensation de profondeur de champ. Si vous utilisez une distance trop courte, vous allez donc vous éloigner de la sensation naturelle de la vision humaine. Pas de distance trop courte. Attention, je répète, ce ne sont que des conseils. Ça ne veut pas dire que jamais vous devez vous rapprocher. Si, parfois vous devez vous rapprocher. Bon, attention, le fait de vous rapprocher, ça engendre d'autres problèmes dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, et notamment des problèmes de perspective et de déformation dus à la perspective.
Mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà, focale, ouverture, distance, ce sont les 3 éléments qui agissent sur la profondeur de champ. Et si on utilise ces éléments sans connaître l'impact que ça a en termes d'écart par rapport à la vision humaine, eh ben, on va obtenir quelque chose qui certes peut être poétique. Effectivement, un sujet sur un fond flou, c'est quelque chose que l'on utilise en storytelling pour raconter quelque chose. Donc, on peut le faire et il faut le faire dans certains cas. Mais n'oubliez pas que ça s'éloigne de la vision humaine si c'est mal choisi, mal géré. Et donc, ça fait partie des inconvénients de travailler à grande ouverture, à trop grande ouverture. Donc, vous pouvez le faire de temps en temps, mais de manière intelligente. Faire quelque chose tout le temps, dans tous les cas, à tout moment, non. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas les nuances, les subtiles nuances que l'on peut donner en jouant sur l'ouverture, la distance et la focale. Voilà, donc maintenant avec ces éléments, vous savez quoi faire. Le piqué et le bokeh, ça, c'est des notions qui sont très malmenées. Le piqué est une notion mal comprise. Je vois tous les jours dans des vidéos YouTube ou sur d'autres supports des gens qui ne comprennent pas ce qu'est le piqué et qui croient que c'est la netteté de l'image. Et si vous êtes dans ce cas-là, et il y a des chances que vous y soyez parce que malheureusement 99% des gens pensent ça, ce n'est pas grave, rassurez-vous, c'est juste une incompréhension. Et alors une incompréhension qui peut être expliquée par une chose, qui est qu'en anglais, on utilise le terme sharpness pour la netteté et pour le piqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas trouvé de terme anglais qui correspond à piqué. Voilà, donc ça c'est un problème. En français, on a la distinction, mais malheureusement, les gens ont tendance à faire comme en anglais, c'est-à-dire à penser que piqué veut dire netteté. Or, le piqué n'a absolument rien à voir avec la netteté. Voilà, la netteté, vous faites le point sur une portion de l'image, vous faites le point sur l'iris de l'œil par exemple, votre iris est net parce que vous avez fait le point dessus. Voilà. Ça, c'est la netteté. C'est la netteté qui est due au point. Si vous faites le point dans une image, l'image est nette là où vous avez fait le point. Voilà, c'est ça la netteté. Mais ça n'a rien à voir avec le piqué. Le piqué, c'est l'aptitude de l'optique à restituer des fins détails et à définir votre image, à séparer les détails des uns des autres pour les rendre perceptibles. C'est aussi l'aptitude de l'optique à rendre du contraste et du micro-contraste. C'est-à-dire à faire des différences de niveau de luminosité selon les portions de l'image que l'on considère. Alors, je sais que ça paraît abstrait, et c'est peut-être pour ça que les gens ne s'embêtent pas à définir piqué réellement. Vous remarquez que dans la notion de piqué, dans ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de notion de netteté. Si vous observez une partie de l'image qui ne se trouve pas là où se trouve le point, qui se trouve donc dans la partie floue de l'image, dans le bokeh, vous devez avoir du détail. Qu'est-ce qui va caractériser une bonne optique ? Notamment, c'est la qualité dans le flou, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Soyez conscient du fait que lorsque vous faites une photo avec une optique, 99% de votre image est floue. 99% de votre image se trouve dans le flou, dans le bokeh, dans la partie non nette de l'image, dans la partie sur laquelle n'a pas été fait le point. Tout ça, c'est dans le flou. Si votre optique est mauvaise dans le flou, elle est mauvaise. Ce qui va caractériser une bonne optique, c'est que dans les parties floues notamment, vous avez une parfaite lisibilité. Je ne vais pas vous en donner davantage ici dans cette vidéo. Je vous mets le lien vers cette vidéo qui vous détaille ce que c'est que le piqué d'une optique avec des images exemples, ce que c'est qu'une optique piquée. Alors c'est quoi le bokeh? Il y a une énorme confusion répandue partout par rapport au bokeh et notamment sur Wikipédia. Attention, il y a une fausse définition sur Wikipédia qui dit que le bokeh c'est le flou d'arrière-plan. C'est inexact ou en tout cas partiellement faux. Le flou d'arrière-plan effectivement fait partie du bokeh mais il n'y a pas que ça. En fait, le bokeh c'est la partie de l'image sur laquelle le point n'a pas été fait. C'est tout ce qui est hors focus. Et la définition se trouve dans le dictionnaire Merriam-Webster, qui est un dictionnaire prestigieux de très grande qualité, dictionnaire anglo-saxon, qui nous donne la définition de bokeh. Je vous la redonne ici. Donc, le bokeh, c'est la partie de l'image qui n'est pas nette,
tout simplement. C'est la partie qui se trouve hors focus. Vous faites le point sur l'iris de l'œil, tout ce qui se trouve dans le plan de l'iris de l'œil, tout ce qui se trouve dans ce plan est net. Tout ce qui se trouve hors de ce plan est flou, y compris la zone de profondeur de champ. Si vous travaillez à grande ouverture et que vous avez une optique qui est médiocre dans le bokeh, eh ben, vous allez faire remonter les défauts de votre optique dans l'image. Voilà pourquoi c'est problématique de travailler à grande ouverture, surtout si vous avez des mauvaises optiques. Si vous avez des bonnes optiques, vous pouvez bénéficier de la qualité du flou de vos optiques. Mais bon, il y a d'autres inconvénients, comme on l'a dit par ailleurs. Nous arrivons maintenant sur un nouveau concept farfelu qui s'appelle détacher le sujet. Vous entendez ça partout, en photo, en vidéo. Et basiquement, détacher le sujet, c'est une notion très récente qui existe et qui s'explique par la mauvaise qualité des optiques, grand public, les optiques qu'on nous vend avec les boîtiers, etc. et dont on nous vante les qualités. Mais détacher le sujet est une aberration parce que une optique de qualité détache le sujet quelle que soit l'ouverture. Que vous soyez à f5, 6, 8, 16, 18, votre sujet sera toujours détaché si vous utilisez une optique de qualité. Et si ça ne se produit pas, c'est que malheureusement, vous travaillez avec une mauvaise optique et malheureusement, ces mauvaises optiques sont les plus répandues. Je vous montre ici un visuel pub où on voit ce qui se passe lorsque l'arrière-plan agresse le premier plan, carrément. C'est-à-dire que là, on a l'impression que le décor qui se trouve normalement loin derrière le sujet vient s'encastrer dans le sujet. Et donc, évidemment, d'une part, ça n'est pas naturel du tout. D'autre part, c'est extrêmement perturbant pour la lecture de l'image. Le fait de travailler avec une trop grande ouverture va avoir de l'impact sur la tridimensionnalité, le rendu de la tridimensionnalité et l'écrasement des plans, notamment dans l'arrière-plan, donc dans la partie du bokeh qui se trouve à l'arrière. Si vous ouvrez trop votre diaph, on va dire à partir de f4, vous allez arriver au-delà des performances de l'optique. Et même une optique tridimensionnelle va avoir du mal à restituer la tridimensionnalité au-delà de cette valeur. Elle va avoir tendance à commencer à écraser les plans elle aussi. C'est-à-dire à faire en sorte que votre arrière-plan ne soit plus perceptible en tant que séquence de plans, différentes les unes des autres, mais il va faire comme si c'était un seul plan, tout plat. Ça va avoir tendance à effacer cette notion de tridimensionnalité et ça va aplatir l'image. Donc même une optique de très bonne qualité, une optique tridimensionnelle, a ses limitations. Si vous ouvrez trop votre diaph, vous allez faire apparaître ce que j'appelle l'effet rideau. Dans votre arrière-plan, au lieu d'avoir une séquence de plans, des éléments les uns derrière les autres, un autre arbre derrière, puis une maison derrière, vous allez tout avoir dans le même plan, comme si c'était imprimé sur un rideau, d'où le nom effet rideau. Comme sur un fond que vous auriez tendu derrière votre sujet, qui sera pas seulement flou, mais qui sera également tout plat, avec une non-restitution de profondeur dans l'arrière-plan. C'est une des raisons supplémentaires qui fait qu'il ne faut pas utiliser des grandes ouvertures quand vous pouvez faire autrement. On va maintenant aborder les derniers points qui expliquent pourquoi utiliser une grande ouverture donne une horrible mixture. Et on va parler de la plus grosse arnaque au niveau des optiques, qui est cette notion du bokeh crémeux. Le bokeh crémeux, ça n'existe pas. C'est une invention marketing pour vous faire acheter des optiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous regardez de vieux ouvrages sur les optiques, etc. Bon, d'abord, l'utilisation du mot bokeh date de 2000 environ. Même si vous regardez des ouvrages antérieurs à 2000, et donc ils ne vont pas parler de bokeh, mais qui vont parler de la partie hors focus des optiques, vous ne verrez jamais cette notion de crémeux. Ça n'existe pas. C'est tout simplement pas un terme ni d'optique ni de photographie. C'est que du marketing. Et c'est une arnaque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque le bokeh n'a plus de détails, c'est ce qu'on appelle le bokeh crémeux, vous êtes au-delà des performances de l'optique. L'optique est incapable de restituer les détails dans le bokeh. Elle n'a donc plus de pouvoir de résolution des détails. On est au-delà de sa zone de qualité. L'optique n'en peut plus. C'est de la mauvaise qualité. Un bokeh qui est lisse, vous êtes dans une zone de mauvaise qualité de l'optique. Et donc, c'est ça qu'on essaye de vous vendre. Qu'on essaye de vous vendre une limitation de l'optique comme quelque chose de qualité. Et vous avez même des gens qui vont jusqu'à analyser la forme des points de lumière. Vous savez, lorsque vous avez un arrière-plan comme le mien derrière, là, avec des taches de lumière, vous avez des gens
qui s'amuse à analyser la forme des taches pour vous donner une qualité du bokeh. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit, bon, bah, vous avez un bokeh crémeux, et puis vous avez des taches de lumière qui ont telle ou telle forme, qui a une forme ovale, qui a une forme avec les facettes du diaphragme, ou une forme ronde, etc. Oui, et alors, comment on s'en sert de ça? Ça n'a aucun sens. C'est de la lecture dans le marc de café, tout simplement. C'est une pure arnaque. Ne gobez pas ce genre d'âneries et ne les relayez pas. Si vous avez une chaîne YouTube ou un blog, etc., ne relayez pas sur vos réseaux. Si on vous vante une optique comme étant bonne parce qu'elle a un bokeh crémeux, c'est une arnaque. Si elle n'a pas d'autre prétendue qualité que celle-là. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'optiques, c'est-à-dire que certaines optiques réputées bonnes mais qui sont en fait mauvaises sont extrêmement agressives sur la netteté. Elles ont une netteté caricaturale qui n'est absolument pas naturelle. Pas naturelle, ça veut dire que l'œil humain ne perçoit pas la netteté comme ça, pas à ce point. Et en plus, elles ont un rendu dans le flou qui est mauvais, qui n'a pas de détails. C'est-à-dire que vous avez une optique qui est pas bonne dans le net parce qu'elle est trop nette et qui est pas bonne dans le flou parce que le flou est illisible. Ne vous faites pas avoir par cette notion de bokeh crémeux, ça n'existe pas. Lorsque vous travaillez à très grande ouverture, vous avez affaire à une horrible mixture. C'est-à-dire que vous avez un effet rideau, l'arrière-plan est flou, il est illisible, la rupture entre le net et le flou est hyper violente, c'est-à-dire que vous avez un sujet brutalement net, très net, trop net, sur un fond complètement flou et plat, donc c'est l'effet rideau. Et donc vous avez ce personnage ultra net qui en général lui-même est tout plat, hein, c'est-à-dire que comme l'optique est incapable de restituer en profondeur, eh ben même le sujet lui-même n'est pas restitué en profondeur, il est tout plat. Et donc vous avez un effet de collage. Ça veut dire que votre personnage semble imprimé sur un bout de carton. Vous voyez dans les supermarchés, vous avez des publicités avec un personnage en grandeur nature, imprimé sur un bout de carton et puis qui vous vante un produit. Ben là, c'est exactement le même rendu. C'est-à-dire que votre personnage est tout plat et semble imprimé sur un carton et brutalement, d'un seul coup, sans aucune transition, vous avez un fond très très flou et plat. Donc vous avez une image à deux plans en gros. Vous avez le plan du point avec un personnage complètement plat qui n'a aucune profondeur, aucune épaisseur, et vous avez un arrière-plan ultra plat, flou et sans profondeur. Voilà. Bon, alors ça, c'est absolument catastrophique au niveau du rendu, d'une part. D'autre part, évidemment, il va sans dire que ce n'est absolument pas naturel du tout, puisqu'on ne voit jamais un personnage sur un fond flou avec notre vision humaine. Donc, si vous utilisez une très grande ouverture, vous allez introduire certes un effet, mais qui est un effet qui est complètement à l'opposé de la vision humaine. Ne vous fiez pas aux Instagrammeries. Instagram n'est pas une référence en matière de photos. Ne vous basez pas sur les influenceries, ne vous basez pas sur les Instagrammeries. Tout ça, c'est de la trash culture, ça n'a rien à voir avec la photographie. C'est important de le savoir parce que sinon, vous partez sur un mauvais chemin et quand il va falloir rebrousser chemin, ça va être plus dur. Je peux vous l'assurer. Donc on l'a dit juste avant, si vous utilisez une trop grande ouverture, vous n'aurez pas d'effet 3D. Donc n'utilisez pas de trop grande ouverture. Je suis justement en train de créer un cours sur l'évaluation des optiques. C'est un cours qui vous permettra de choisir vos optiques si vous devez en acheter, qui vous permettra d'évaluer les optiques que vous avez déjà et donc de déterminer si vous devez changer ou pas, et qui vous permettra aussi de trouver votre Graal si vous êtes à la recherche du Graal en termes d'optique, c'est-à-dire l'optique qui tue. Et ça existe. Hein. Et c'est pas forcément une optique chère. Dans ce cours, je vais vous montrer des choses que je ne peux pas montrer sur YouTube parce qu'une vidéo YouTube est publique. Il y a des photos que je ne veux pas montrer parce que ça afficherait le photographe. C'est-à-dire que le photographe qui les a réalisées, alors que le pauvre, il est victime, lui aussi, parce qu'il a acheté cette optique et il a cru qu'il faisait une bonne photo avec cette optique. Donc, quelque part, il s'est fait avoir. Je possède une certaine quantité de ces photos qui démontrent pourquoi une optique est mauvaise. Et dans ce cours, je vous montre des mauvaises photos et je vous détaille très précisément pourquoi la photo est mauvaise. Je vous montre là où il faut regarder pour déterminer que la photo est mauvaise et donc que l'optique est mauvaise. Évidemment, dans cette vidéo, je vous montre des photos réalisées avec des bonnes optiques. En fait, vous allez apprendre qu'est-ce qu'il faut regarder
pour déterminer la qualité d'une optique. Et donc pour déterminer la qualité des photos que vous obtiendrez avec, forcément. Il y a une chose que je peux vous dire, pour utiliser des optiques Hasselblad H depuis des années, c'est que on ne s'en lasse pas et on ne s'en remet pas. C'est-à-dire que c'est tellement bon, tellement incroyable comme rendu, que quasiment à chaque photographie, vous prenez une claque. Par l'incroyable capacité de restitution de l'optique. C'est ça que les gens recherchent. C'est le Graal que les gens recherchent. Et malheureusement, les gens sont égarés dans des notions de piqué, profondeur de champ, c'est-à-dire qu'ils ont de très nombreuses incompréhensions et confusions sur les optiques. Et donc, toutes les notions que nous venons d'aborder dans cette vidéo seront abordées dans ce cours, mais de manière exhaustive, de manière beaucoup plus poussée et fouillée que l'on peut le faire dans une vidéo YouTube qui ne peut durer que quelques dizaines de minutes. Et donc, chaque point sera examiné sur une photo différente. Le tout s'inscrit dans un programme, une formation, que ce soit une formation en ligne, une formation distancielle ou une formation présentielle. Une formation, c'est avant tout et en premier lieu un programme. Ce n'est pas des vidéos éparses. Parce que les vidéos éparses, on les a déjà dans YouTube. Donc c'est pas ça une formation. Une formation, c'est un programme. Un programme, il y a un début, un milieu, une fin, il y a un résultat et il y a une valeur ajoutée. Vous obtenez un savoir-faire avec un programme correctement écrit. Et un programme est écrit par un formateur. Il faut être formateur professionnel pour écrire un programme de formation. Parce que c'est ça qu'on vous apprend à faire quand vous êtes formateur. Entre autres. Pas que ça, mais c'est ce qu'on vous apprend à faire. Donc, ce nouveau cours est écrit selon un programme qui présente les caractéristiques d'un programme. Pour établir un programme, le formateur doit trouver les informations déjà. Il doit aller extraire d'une masse d'informations les informations dont on va avoir besoin pour ce cours-là. Ensuite, il doit s'assurer de la véracité et de l'exactitude de ces informations. Donc ça, c'est son expérience de photographe, en l'occurrence, qui parle. C'est-à-dire que c'est si vous êtes un photographe expérimenté que vous pouvez détecter si l'information que vous vous apprêtez à donner à votre étudiant est bonne ou pas, ou si c'est une fausse donnée. La troisième caractéristique, c'est qu'on doit y aller par étapes. On doit apporter les informations par étapes. C'est-à-dire que si vous faites une marche trop haute, l'étudiant va caler et il ne va pas comprendre. Il doit y avoir aussi, dans un programme de formation, une progressivité. Il doit y avoir aussi une notion de séquence, c'est-à-dire que les choses doivent être apprises dans un certain ordre. Je vous donne un exemple simple. Vous ne pouvez pas comprendre la notion d'hyperfocale si vous ne comprenez pas la notion de profondeur de champ. Ça paraît n'avoir aucun rapport. Et pourtant, vous ne pouvez pas comprendre pleinement la notion d'hyperfocale si vous ne comprenez pas la notion de profondeur de champ. Parce qu'il y a une notion de précédence. C'est-à-dire que pour comprendre la deuxième notion, il faut d'abord comprendre la première. Donc, vous avez quelques caractéristiques de ce qu'est un programme de formation. Toutes mes formations sont conçues selon un programme de formation. Que ce soit des formations en ligne ou que ce soit des formations en distanciel ou des formations en présentiel. Le livre est conçu également selon un programme de formation. Tout ce que je fais est fait selon ce que j'ai appris en tant que formateur, parce que je suis un formateur formé. Je suis un formateur entraîné. Et par exemple, mes formations online sont de véritables formations. Ce n'est pas une simple liste de vidéos les unes derrière les autres, qui apportent des données sans structure de programme. Donc, vous allez retrouver ce programme dans ce nouveau cours sur l'évaluation des optiques. Alors, pour l'instant, il s'appelle Évaluation des optiques. Le nom changera peut-être. Je vous mets en tout cas le lien sous la vidéo pour que vous puissiez voir ce fameux programme de formation dans l'état actuel, puisque le programme peut évoluer, s'améliorer, etc. Et vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente et vous serez prévenu lorsque ce cours sortira. Je sais que ça intéresse beaucoup les gens qui se préoccupent de leurs optiques. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de l'appareil photo, malheureusement, parce qu'ils croient que c'est l'appareil photo qui fait la photo, alors que l'appareil photo y est pour très peu dans la qualité de la photo. Pour une gamme d'appareils photo donnés, les appareils photo font tous la même chose. Bon, évidemment, si vous passez d'un petit APS-C à un moyen format, là, vous allez avoir une différence de qualité et donc le boîtier est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au sein d'une catégorie d'appareils photo, l'appareil photo a très peu d'influence, c'est-à-dire que vous prenez un appareil photo ou un autre appareil photo, vous obtiendrez la même chose. Par contre,
Ce qui est très très important, c'est les optiques. Les optiques, c'est elles qui vont faire la différence. C'est-à-dire qu'avec votre boîtier actuel, même si c'est un très vieux boîtier, moi je n'ai que des très vieux boîtiers, si vous mettez une optique de folie dessus, et ce n'est pas forcément une optique chère, ça peut tout changer. Alors que si vous changez de boîtier, vous aurez un changement totalement mineur, voire inexistant. Ne vous laissez pas attraper par le marketing, ne croyez pas que les boîtiers ont une influence sur la qualité d'image. Oui, ils ont une influence, mais elle est totalement mineure par rapport aux optiques où vous avez un changement absolument majeur. C'est pour ça que j'ai conçu ce cours, pour faire également prendre conscience aux gens que ce sont les optiques qui font l'image. Nous allons passer maintenant dans la dernière partie de cette vidéo, et pour ça on va faire un truc un petit peu original. Nous allons voir une série de photos réalisé à f8 avec différentes focales, différentes distances, et je vais vous commenter au passage quels sont les choix qui ont été faits dans la photo et ce qu'il faut regarder donc dans la photo pour comprendre ce que je veux vous montrer. Cette première photo est réalisée au 50 mm moyen format, équivalent 35 mm. Le point est fait sur la jeune fille au premier plan. Et vous voyez que le sujet se détache parfaitement et qu'elle n'est pas confondue avec l'arrière-plan, même pas confondue avec le modèle qui se trouve quasiment derrière elle. Le deuxième modèle est parfaitement lisible alors qu'elle se trouve dans la zone de bokeh, dans la zone hors du point. Et la profondeur de champ semble être à l'infini et donc on a le rendu qui est conforme à ce qu'on voit avec l'œil humain. Cette photo a été faite au 50 mm moyen format, et donc là je suis très près, donc avec une forte déformation, et vous voyez que le personnage principal se détache parfaitement, et pourtant on est à f8. Le personnage secondaire est également lisible malgré la faible profondeur de champ. On arrive à voir l'expression du visage, le détail de la robe, etc. En passant à la photo suivante, on va voir qu'on a à peu près la même scène, et on a beaucoup plus de netteté. Tout simplement parce que je suis plus loin, je me suis reculé, ce qui a augmenté la profondeur de champ. Et donc, vous voyez que les deux modèles paraissent nets, alors que le point est fait sur la première jeune fille, donc tout le reste est flou. Mais étant donné la qualité de l'optique, on a l'impression qu'on se trouve dans une zone nette. Ici, nous avons une photo qui est faite au 210 mm en studio, et à une distance de 3 mètres, donc il y a pas mal de profondeur de champ, puisque là encore, on est à f8. Et vous voyez que malgré tout, il y a un flou très subtil, un bokeh très subtil, et vous avez également une sensation de profondeur dans l'image. L'oreille du modèle semble être à l'emplacement de l'oreille et non pas dans le même plan que l'œil, comme on le voit souvent avec des mauvaises optiques. Et ça va devenir plus flagrant encore si on se rapproche et qu'on fait un plan plus serré sur cette image. On voit que le point a bien été fait sur l'iris de l'œil, et on voit bien que l'oreille est bien dans le flou et que le passage du plan de l'œil jusqu'au plan de l'oreille se fait avec une extrême progressivité. Pourquoi? Parce que l'optique n'est pas caricaturalement nette sur le plan du point. C'est-à-dire que vous avez fait le point sur l'œil, l'œil est net et ça se voit, mais ce n'est pas caricatural, c'est pas renforcé en netteté comme le font les mauvaises optiques. Et vous avez une lisibilité parfaite dans le flou, à tel point qu'on pourrait croire que c'est net, alors que non, c'est net juste sur le plan du point, c'est-à-dire sur l'iris de l'œil. La bouche, par exemple, est dans le flou, alors qu'on croirait qu'elle est nette. C'est ça une optique de très grande qualité. C'est ça une optique piquée. Vous avez une parfaite illustration des capacités de l'optique à restituer du détail, y compris dans les zones floues, évidemment, et donc à bien définir l'image. Et c'est pas parce qu'on se trouve dans une zone floue que la qualité chute. Là encore, nous avons une incroyable restitution des volumes et des transitions avec une photo parfaitement nette, mais sans agressivité dans la netteté et avec une progressivité vers le flou qui est extrêmement douce du fait que ça soit une optique piquée, c'est-à-dire que la qualité n'est pas différente dans le flou que ce qu'elle est dans le net. Et au passage, vous remarquez également la grande douceur de rendu. Je précise que les photos que je vous montre ne sont pas retouchées. C'est important à savoir, il n'y a aucune retouche sur cette photo. Tout est fait dans Lightroom au développement. C'est donc un développement numérique et il n'y a donc absolument aucune retouche Photoshop sur ces photos. Toujours au 50 mm et là encore, la photo a été faite de près. Vous voyez que le sujet se détache sans avoir à faire quoi que ce soit. Le décor derrière est lisible dans le flou.
Et il y a une sensation de profondeur dans le décor. On voit bien qu'il y a des chaises au premier plan, puis une table, puis une autre table, puis l'arrière-plan du restaurant, puis la mer. Donc on voit vraiment les plans se succéder. Et sur cette image, je me suis reculé. Donc on a le même effet de profondeur de champ plus important puisque je suis toujours avec la même optique et avec le même diaph. La seule chose qui a changé, c'est la distance. La profondeur de champ varie avec la distance et là, vous en avez une parfaite illustration. Et on retrouve également cette notion de profondeur dans l'arrière-plan avec une succession des plans en profondeur, notamment sur les chaises et sur les tables, et sur la terrasse du restaurant qui est mise à l'ombre en arrière-plan, puis la mer. Et on voit que le sujet se détache parfaitement, et pourtant nous sommes bien à f8, avec une distance de prise de vue assez importante, et donc avec une profondeur de champ importante. Nous avons ici un portrait qui a été réalisé en studio, avec un éclairage en strip vertical. Vous avez une seule strip box qui éclaire en vertical, ce qui donne une lumière très douce, et la distance de prise de vue est assez courte. C'est une photo qui a été faite au 210 mm, donc avec une focale plus longue et donc une profondeur de champ plus courte. Vous voyez que le regard est parfaitement lisible, vous avez le point qui a été fait sur l'iris de l'œil. Les yeux n'ont pas été infographiés comme on le voit parfois, où vous avez les gens qui vont renforcer la netteté des yeux, qui évidemment n'ont pas la chose à faire du tout parce que ça se voit et donc ça fait très artificiel. Nous avons une photo qui a été faite à f9 ici et on voit que le sujet se détache parfaitement. La distance de prise de vue, ça devait être à peu près 3 mètres et vous voyez que les arbres sont bien restitués en profondeur. Il y a bien une sensation de différents plans dans l'arrière-plan. C'est pas juste un décor qui vient se coller derrière et vous n'avez pas d'effet rideau, vous avez vraiment cette sensation d'arbres les uns derrière les autres. Et je ne parle pas de l'effet de perspective qui est donné par le trottoir, parce que c'est vrai qu'on peut dire oui, le trottoir contribue à donner cette sensation de profondeur, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais si vous ne regardez que les arbres, vous voyez qu'ils sont vraiment situés en profondeur. Ça, c'est la caractéristique d'une très bonne optique. Nous avons ici une photo similaire qui a été faite sur la même route à Saint-Tropez, et là, par contre, j'étais plus près du modèle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche du modèle? La profondeur de champ se raccourcit. Étant donné que je me suis rapproché du modèle, l'arrière-plan contient plus de flou. Mais ça n'empêche pas qu'on garde quand même la sensation de profondeur dans l'image, malgré tout, avec les arbres qui sont vraiment représentés en séquence, en profondeur. Voilà une photo faite en studio, toujours à f8 et toujours 50 mm Hasselblad. Le point a été fait sur les yeux, mais on voit qu'il y a une extrême subtilité dans le flou, et donc les mains sont dans le flou, le dossier du canapé est dans le flou, et pour autant c'est parfaitement lisible, et c'est surtout très subtil et très doux, en termes et de rendu dans le flou, purement, donc ça c'est le piqué de l'optique, et de transition entre la partie parfaitement nette au niveau des yeux et la partie floue au niveau des mains. On ne voit pas la transition parce que le rendu de l'optique dans les parties nettes est de la même nature que le rendu de l'optique dans les parties floues, ce qui n'est pas le cas pour les mauvaises optiques. Pour terminer ici, nous avons une photo qui a été réalisée toujours à f8 et au 120 mm, et vous voyez que là encore les volumes sont parfaitement restitués, la matière est parfaitement restituée, et pourtant le point a été fait sur l'œil droit de la jeune fille de gauche. Ça veut donc dire que tout ce qui ne se trouve pas dans le plan de cet œil-là est flou, et donc vous voyez que pourtant ça paraît non seulement extrêmement net, mais en plus extrêmement bien défini, c'est-à-dire que vous avez une parfaite restitution de la matière cheveux, de la matière tissu et de la peau. Là encore, cette photo n'est pas retouchée, c'est juste un développement numérique dans Lightroom. Conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré pourquoi il ne fallait pas travailler avec une faible profondeur de champ, d'une manière générale, on peut le faire de temps en temps, mais il ne faut pas le généraliser du tout. Ça engendre plein de problèmes qui ont été énumérés ici. À l'inverse, la dernière série de photos vous montre qu'avec une forte profondeur de champ, on peut obtenir des résultats d'une qualité incroyable. Donc ne vous laissez pas abuser par la mode, par les Instagrammeries et par les YouTuberies que l'on voit à longueur de journée. Après, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette mode qui est de la trash culture. Et c'est de la trash culture parce que ça ne correspond pas à une vraie culture de la photographie. Ça n'est pas naturel, ça n'est pas demandé
par les magazines, donc ne vous laissez pas abuser par les modes et par le marketing. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez à dire sur la faible profondeur de champ, sur votre expérience avec ce sujet, en tenant compte du fait que, oui, bien sûr, on peut le faire, hein, c'est pas ça le but. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu des difficultés par rapport à ça, si vous avez eu des difficultés à le faire comprendre ou à l'expliquer. Il y a une telle contre-culture amateur et instagrammesque là-dessus que c'est très difficile de faire comprendre aux gens pourquoi c'est une erreur de procéder comme ça. Je vous mets un lien en dessous qui va vous permettre d'accéder à une vidéo gratuite, vidéo qui vous explique une notion importante concernant la direction du modèle. Et également, vous accéderez à un coaching gratuit. Vous pouvez tout à fait venir parler avec moi dans le cadre d'une séance de coaching de 1h30 via Zoom, gratuite, et nous parlerons de photographie, nous parlerons des difficultés que vous avez avec certaines choses et des choses que vous aimeriez réaliser et que peut-être vous ne savez pas comment faire. Donc cliquez en dessous. Dans cette vidéo, nous venons de parler des optiques. Vous pouvez maintenant regarder cette vidéo qui vous parle des optiques dans le cadre particulier des photos en extérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose et si vous l'avez aimé, laissez-lui un like. Et puis surtout, n'oubliez pas le plus important, restez frais.